L'association de droit pluriel a pour objectif de renseigner les personnes en situation de handicap sur leurs droits. Nous avons une permanence juridique, Agir Handicap, qui fonctionne gratuitement et qui est 100% accessible. C'est-à-dire que toute personne en situation de handicap peut nous contacter par écrit, par téléphone ou en visio-langue des signes et s'informer sur toutes les questions de droit du quotidien. La permanence juridique nous permet d'avoir des retours de terrain, savoir ce qui se passe dans le quotidien, dans la vie des personnes qui viennent nous solliciter. Ça nous permet de dépasser les cas individuels pour comprendre et connaître des situations globales, des problèmes qui se posent à non pas seulement une ou deux personnes, mais plein d'individus qui vivent les mêmes difficultés. Ça nous permet alors de mener des réflexions et d'envisager des solutions, des pistes en tout cas, de solutions possibles. On a été interpellés il y a quelque temps sur le cas des personnes hospitalisées sans consentement en psychiatrie. Des personnes qui avaient vécu cet épisode, mais aussi leurs familles, des professionnels du droit, des avocats notamment, nous ont contactés pour nous faire part de leur inquiétude quant au respect des droits des personnes qui se retrouvaient hospitalisées en psychiatrie sans consentement. J'ai été hospitalisée 2 fois sans consentement, une fois à l'âge de 25 ans, une fois à l'âge de 31 ans, dans le cadre d'épisodes de troubles psychiques dans lesquels il y avait un caractère délirant, où j'avais perdu le contact avec la réalité en partie, et j'ai trouvé ces expériences d'hospitalisation sous contrainte extrêmement difficiles, brutales, limite traumatiques. Je vais pas me supplanter les psychiatres, je vais pas leur donner des leçons, c'est pas. Ils vont me dire, monsieur, ça vous regarde pas, vous n'êtes pas médecin. Bon, mais ce que je veux simplement dire, c'est ne pas mettre la bastonnade de médicaments. Essayez de bien réfléchir à ce que vous allez donner à votre patiente ou votre patient. Mais je sais que c'est pas facile. Lorsqu'on ne connaît pas la personne qu'on a en face de vous, vous la connaissez pas, vous faites connaissance et vous mettez aussitôt l'ordonnance commence en haut et finit en bas de la page. Ce qui fait que ça fait un légume. Bon, alors, puis petit à petit, on réduit, d'accord, mais Donc le copain en question, il me dit, mais t'as pas compris, en fait, t'es sous contrainte toujours, t'es en programme de soins. Je dis, comment tu sais ça? Mais non, n'importe quoi, elle a levé la mesure. Et donc quand je l'ai revu un mois plus tard, j'ai dit, ben, je suis sous contrainte. Oui, oui, vous êtes sous contrainte, c'est un programme de soins, donc vous êtes obligé de continuer à prendre les injections. Oui, mais moi, je les supporte pas. Oui, mais non, mais sinon, vous n'allez pas les prendre, je vous fais pas confiance, vous avez déjà arrêté vos médicaments. Oui, mais je les ai arrêtés parce que ça me convenait plus et puis c'est rien passé pendant la période où j'ai arrêté les médicaments. Donc voilà, moi je suis d'accord pour les prendre par oral, mais plus en injection parce que ça ne me convient pas. Elle a jamais voulu entendre. Dans les textes et partout, celui qui prend les décisions, et les décisions, eh bien, figurez-vous, c'est le directeur d'établissement. Dans les textes, toute décision écrite, toute décision au moment où elle est finalement notifiée, donc où le patient est informé, eh bien, toutes ces décisions, elles émanent du directeur d'établissement ou du préfet si c'est un, une admission non consentie et parce que mettant en péril l'ordre public. Mais donc, autrement dit, restons sur le cas le plus général, c'est le directeur d'établissement. Alors, simplement, le directeur d'établissement, on est bien d'accord, c'est une entité et en fait, lui prend les décisions. Voilà, sur quelle base? C'est là qu'est la question. Nous, concrètement, la notification des droits, c'est la cadre de santé qui passe l'après-midi. Elle est hyper sympa, hein, je suis sûr qu'elle fait ça plutôt bien. Elle va voir monsieur Bidule. Elle dit, bon bah voilà, donc vous êtes hospitalisé sous contrainte, prochain certificat c'est dans 5 jours, est-ce que vous voulez bien signer ici? Le mec va dire, ah non, ça fait chier et tout. Elle va dire, bah ça fait chier, mais c'est comme ça. Voilà, désolé. Et puis il va signer, et puis au fait, il y a votre mère qui a déposé des clopes, et puis on va parler d'autre chose. Ça va être fait comme ça dans une espèce de... Il ne va pas y avoir un temps déterminé, alors que ça pourrait être intéressant de
marquer, d'essayer comme ça, de bien... c'est marrant, dans la tête depuis tout à l'heure, j'ai une image avec ces gestes que je fais, d'une seule meunière dont on lève les filets. Vous savez, c'est pas facile. Il faut couper bien précisément pour réussir vraiment à faire qu'il y ait des beaux filets, que les choses soient bien nettes, bien claires, comme ça. Et que, voilà, y a un truc un peu comme ça, c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait une espèce de compaction comme ça des logiques, la logique de la loi, la logique de la peur, la logique du soin, la logique... parce que, finalement, on va pas faire sortir Monsieur Machin de la chambre d'isolement, par exemple. Attends, il est quand même vachement balèze. Ça repose sur quel type de savoir, ça? C'est ni un savoir légal, ni un savoir clinique. Il y a aussi... donc, quand toutes ces logiques-là se confondent, on est dans la merde, globalement. Pour moi, la notification des droits, c'est aussi une manière d'expliquer aux gens où ils sont, ce qui va se passer pour eux, quel est effectivement leur périmètre. Écouter aussi ce qu'ils ont à en dire, même si c'est sous une forme de contestation. Je me dis que ça pourrait être un bon véhicule pour ramener du dialogue et de la dignité dans ces espaces dans lesquels il en manque quand même parfois cruellement. Depuis la loi du 5 juillet 2011, en fait, les équipes soignantes sont dans l'obligation d'informer les personnes au sujet de leurs droits et notamment de leur voie de recours. Et c'est vrai que c'est une question qui a été assez peu étudiée, d'autant plus que le contrôleur général des lieux de privation de liberté pointe régulièrement dans ses rapports que cette information est souvent défectueuse et problématique. Vous savez qu'il y a un volet pénal sur la responsabilité du directeur d'établissement, justement. C'est-à-dire qu'un directeur d'établissement qui ne mettrait pas en application tout ce que la loi exige comme protocole, comme mode d'emploi, comme délai, etc., eh bien, il est quand même susceptible d'être poursuivi au pénal et il encourt quand même 6 mois d'emprisonnement et une amende faramineuse. Alors, évidemment, ça n'est jamais utilisé. Ça nous dit simplement que cette responsabilité, de facto, c'est quand même une réelle responsabilité. Voilà. Au pénal, si vous voulez, c'est ça le plus proche, comme mode d'emploi, comme procédure. Et bien, de la même manière, une personne interpellée, suite, même si elle a commis un acte en flagrant délit, même si tous les éléments sont là, elle est amenée au commissariat de police. Et si, par exemple, de la même manière, le policier ne lui notifie pas ses droits selon les textes, eh bien, notre éventuel coupable, notre prévenu, est dehors. Donc voilà, c'est très contraignant et ça traduit l'obligation et ça traduit quand même, si vous voulez, quelque chose de très, très important, qui est que chaque minute compte lorsqu'il y a privation de liberté. Les droits ont été, en tout cas, comme le JLD est rentré dans la loi, ça c'est très surveillé et ça m'a été notifié. Donc ça, oui. Après que je pouvais faire appel, je crois aussi que ça m'a été notifié, si je me souviens bien. Sauf que j'ai pas pu faire appel puisque la cadre infirmière, et c'est ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la cadre infirmière en fait m'a dit vous sortez de l'hôpital, donc du coup en fait ça m'a été peut-être notifié, mais à part la notification il faut que ce soit appliqué en fait, et le problème c'est qu'il y a une discordance entre la loi, peut-être la notification. Je trouve que c'est plus et mieux fait qu'avant, c'est-à-dire que les patients sont beaucoup plus au courant de leurs droits et c'est plus notifié. Par contre, je trouve que ça n'est pas appliqué parce que, pareil, la chambre d'isolement, dans la loi, c'est marqué noir sur blanc, ça doit être une pratique de dernier recours. Et par contre, là, le patient, il ne sait pas, en fait, quand il se retrouve en chambre d'isolement, il ne sait pas que, en fait, c'est pas légal. Il n'a pas le choix, en fait. Il se retrouve dans un état second, sans aucun moyen de défense, quoi, parce que on est en pyjama, il y a juste un drap, un lit, et il n'y a aucun moyen de défense. On peut même pas appeler à part tambouriner dans la porte. Donc
Donc non, moi je trouve que la notification peut-être, mais en fait il faut que la loi soit appliquée, quoi. Ce serait encore mieux. Donc c'est pour ça que moi je militerais pour une répartition, une juste répartition des tâches. Et ce que ça permettrait en plus, ce qui serait vraiment super, c'est que si les juristes rentraient dans les services, ça n'intéresserait pas que les patients, ça nous intéresserait vachement. Je pense qu'on aurait aussi, nous, on tisserait avec la question de la loi une relation beaucoup plus sachante, beaucoup plus précise, et par imbibition comme ça, quand nos corps de métier apprendraient à... c'est un peu le même problème qu'on a avec les JLD, les juges des libertés et de la détention. Quand on les connaît, on bosse vachement bien, ils arrivent à faire valoir leur position de loi, mais on comprend ce qu'ils font. Vachement mieux. Quand on s'est rencontrés, là, on a mis en place des rencontres régulières avec les JLD. Enfin, régulières. Si régulières. Rares, mais régulières. Ça nous permet de comprendre plein de trucs. Des trucs qu'on trouvait gérés par-dessus la jambe, par des juges qu'on n'avait rien à foutre. On s'est rendu compte qu'en fait, ils insistaient sur des éléments de procédure qui ont fini par nous intéresser. Ils faisaient pas ça pour nous faire chier. Ils faisaient ça parce qu'on faisait mal. Hein, et donc on a fini par comprendre des choses sur ce que c'était que en fait finalement c'est pas une blague la loi, c'est vraiment un truc c'est des moments quand même assez particuliers où on n'est pas dans un état psychique comme d'habitude, donc forcément le ressenti qu'on a des choses est différent, mais là je suis là je pense pour partager ce que moi j'ai senti et ce que moi j'ai vécu. Non seulement j'ai pas été informée de mes droits, mais j'ai été vraiment frappée par le fait que voilà, on est amené là endormi avec de très fortes doses de médicaments qui shootent. Donc quand on se réveille là-bas, on est complètement shooté et on est souvent, enfin moi j'étais en tout cas enfermée dans une chambre. Quelqu'un a fini par venir ouvrir la porte. Je suis sortie dans le couloir titubante. Il y avait des gens, je savais pas où j'étais, je savais pas qui étaient ces gens. À aucun moment, personne ne s'est présenté à moi. Il y avait juste des gens en blouse blanche. On m'a dit d'aller dans la queue pour prendre mes médicaments. Il y avait vraiment une grande économie de mots. À aucun moment, quand je me suis réveillée, quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi pour me dire où j'étais, ce qui s'était passé, ce qui allait se passer, pour me dire quel traitement on allait me donner. Évidemment, j'aurais peut-être contesté, j'aurais sûrement contesté, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'économie de ça. Donc, ce qui m'a frappé vraiment dans ces couloirs et dans ces expériences d'hospitalisation sous contrainte, c'est l'absence totale de dialogue, de communication, de considération et le règne de l'arbitraire. Et ouais, c'est vraiment ça qui, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et je suis rentrée en résistance contre ce système, comme c'était le cas aussi d'un certain nombre des personnes qui étaient hospitalisées avec moi. Et donc ça crée très vite un rapport de force et de confrontation. Chaque malade a sa manière à lui de se positionner, mais clairement, voilà, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, déjà sur des choses assez basiques et élémentaires, même sur le soin. Donc ne parlons pas des droits. Les droits, c'est même pas un sujet. Voilà. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai faite, personnellement. Le projet Edgar est né de notre volonté de faire réfléchir ensemble toutes les parties prenantes. Les personnes concernées, les pairs aidants, mais aussi les soignants et les professionnels du droit autour de ce sujet de la notification des droits aux patients hospitalisés sans consentement. Quelles difficultés pose la loi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les patients connaissent et maîtrisent leurs droits ? Qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire ? Comment le faire ? Qui doit tenir ce rôle-là ? On voulait se poser toutes ces questions-là ensemble et n'exclure aucune des personnes qui vivent et traversent cette expérience. La dignité, c'est un terme qui revient au début de la loi. La dignité qu'on doit reconnaître à la personne, c'est à tout le moins de recueillir son avis et de l'informer. Et comme vous le savez, dans cette loi, il y a de multiples obligations à tous les stades de décision qui sont prises.
En fait, moi, je fais ça à quelqu'un de normal, je le mets dans une chambre de 3, je sais pas combien de mètres carrés, peut-être 400 mètres carrés, avec juste un lit, une cellule, quoi, en fait, avec la lumière en permanence, pas de lumière du jour, pas de repères temporels, pas de toilette, pas d'eau, rien. Je mets quelqu'un comme ça pendant 4 jours, quelqu'un qui va bien hein, dans sa tête. Et ben, 4 jours plus tard, à mon avis, il n'est pas très bien. Enfin, ça me paraît assez logique humainement. Et je comprends pas qu'en tant que psychiatre, on peut pas se rendre compte de ça, que c'est pas humain et que c'est pas une expérience humaine et une expérience qui est forcément traumatisante pour toute personne en fait, même pour une personne saine d'esprit. Bon, la psychiatrie, si on explique quels sont les effets secondaires du risperdal ou du tertian, bah, faut expliquer aussi une petite explication pour savoir quand même, ne pas lui mettre comme ça devant le fait accompli, parce que le patient, il est plus ou moins vaseux, donc comme il est plus ou moins vaseux, il pense pas à poser des questions, l'infirmier à côté, il bouge pas, il dit rien, puisque le médecin psychiatre, c'est un dieu. Bon, enfin, alors... Il y a des éléments du texte où il est dit que c'est le psychiatre qui informe le patient de la décision prise et des raisons pour lesquelles il a pris cette décision, puisque toute décision prise par le préfet doit être motivée, Tout à fait. c'est-à-dire expliquée. C'est pour ça d'ailleurs que les certificats médicaux doivent eux-mêmes motiver. Et le préfet reprend la motivation. Donc, qu'est-ce que c'est la motivation? C'est l'argumentation. C'est l'exposé des raisons pour lesquelles. Donc, il y a et troubles mentaux et nécessité de l'imposer au patient parce qu'il n'est pas en état de l'accepter. Toujours ces deux éléments très importants. Bah moi, ça a vraiment été une stupéfaction pour moi. Euh, je crois pas que je sois mal tombée. Malheureusement, moi, je suis engagée sur le plan associatif depuis 15 ans. Je suis père aidante, donc ça veut dire, et j'ai accompagné des ateliers des personnes à écrire des témoignages. Donc j'ai entendu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres témoignages que le mien et d'autres expériences d'hospitalisation sous contrainte que la mienne. Et ce que je raconte là n'est absolument pas quelque chose de marginal. C'est-à-dire que c'était la norme en fait, que les hospitalisations sous contrainte se passent de cette façon-là, que l'utilisation des médicaments pour casser la crise et l'augmentation massive des médicaments si jamais les personnes résistent à l'effet de la chimie, c'était la manière de soigner. L'utilisation de l'isolement ou de la mise en contention, c'était considéré comme des outils de soins et la contrainte, le fait de mettre les gens en pyjama bleu, on appelait ça le pyjama de sécurité. Je crois que toutes ces choses-là existent encore. Il y a encore beaucoup de services d'hospitalisation sous contrainte où on met les gens en isolement ou en contention. On considère que ça les contient. On pense que c'est bénéfique dans certains états, quand les gens sont dans certains états psychiques. Donc voilà, c'est une conception du soin. Et l'utilisation des médicaments neuroleptiques massivement, c'est une conception du soin. Et en fait, on est en train de se rendre compte parce qu'il y a des patients qui essayent de prendre la parole pour dénoncer ce type de pratique et dire que à quel point c'est agressif et difficile. Moi, je parle tout le temps de la contrainte avec les patients, je m'appuie dessus, j'en fais un outil. La notification des droits, ça serait idéal que ce soit des juristes qui le fassent. Ça serait idéal parce que ça nous permettrait de pouvoir en parler comme d'un objet tiers et comme d'une chose face à laquelle on est mis le patient et moi. Cette notification des droits, hein, eh bien, il n'est inscrit nulle part dans la loi qu'elle incombe au psychiatre.
Ça serait idéal, y compris pour un SDT où il n'y aurait pas la préfecture. Avec la préfecture, c'est plus facile parce que on attend la réponse de la préfecture, comme de rond de flanc, la personne soignée et l'équipe, on les attend et on est soumis à la même attente. Alors évidemment, moi je rentre chez moi le soir, pas le patient, mais on est soumis à la même attente et donc ça, comme on dit, c'est un mot qui n'est pas très joli, mais ça tiercéise, c'est-à-dire ça produit un tiers qui nous permet finalement d'ouvrir un espace. On n'est plus dans un face-à-face aliénant comme ça, qui termine évidemment avec une persécution pour plein de patients, où on est, nous, tout puissants, on décide des médicaments, on décide qu'il ne sort pas, on décide de le mettre en pige, il peut voir où pas sa famille, bon. Et lui, il est juste là à subir tout ça. Quand il y a la préfecture de police dans le jeu, ça permet de se dire que le monde est compliqué, et qu'il y a des gens qui prennent des décisions compte tenu de symptômes que eux montrent dans la ville, et nous, on est là pour essayer de se mettre à une place précise dans cette affaire-là, et donc ça aide. On a abandonné souvent l'importance de la relation et qu'on a aussi surévalué le système de diagnostic et de classification comme outil de compréhension de qui est quelqu'un. Et on a réduit les gens à des symptômes. Et on a pensé que de soigner les gens qui étaient en crise, c'était d'anéantir leurs symptômes. Et on a oublié ce qu'ils vivaient derrière ces symptômes, véritablement, en tant qu'expérience humaine, de souffrance, voilà, et comme la folie ou les grandes crises psychiques ont des manifestations spectaculaires, eh ben, c'est facile. Comme on délire, comme on n'écoute rien, en fait, de ce qu'on dit, de ce qui se passe pour la personne à ce moment-là, c'est des symptômes. Et on a un outil, c'est de la chimie. Et donc, voilà, ça s'est limité à ça. Pour les situations qui ne sont pas des SPDRE et qui sont des SDT, ça serait vraiment idéal que quelqu'un vienne dire, un notificateur des droits qui serait juriste, et vienne dire, compte tenu du certificat initial qui a été rédigé par un médecin que vous avez vu il y a 2 jours, des lois en vigueur dans ce pays sur la possibilité de laisser les gens malades sans soins, par exemple, sur la position qu'a le droit de prendre quelqu'un qui va se constituer en tiers bienveillant. Il y a des lois pour ça, c'est autorisé, on peut être une maman inquiète. Et elle a une position légale dans cette affaire. Donc, compte tenu du fait qu'elle l'a fait valoir, que un médecin, il y a 48 heures, vous a vu, eh bien, vous êtes à l'hôpital psychiatrique par l'article 3212-3 du Code de santé publique. Voilà, je vous laisse avec le docteur Veil. Alors là, c'est vrai que... Eh bien, j'ai toujours été surprise d'une certaine manière de ce que les services de psychiatrie en général, mais je pense que c'est de leur part parce qu'ils ne sont pas rompus au droit et aux arcanes du droit, eh bien, ils n'ont pas mis en avant que rien ne disait dans la loi que cette notification des droits devait être faite par le psychiatre, par le service de psychiatrie. Donc, moi, je pense que depuis longtemps, la psychiatrie aurait pu, si elle était allée sur le terrain du droit, mais en même temps, ô combien je comprends que c'est pas leur terrain. C'est surtout pas leur terrain. Et si on réfléchissait autour de la notification des droits, sur comment ça peut être un véhicule pour nous, pour remettre de la relation et de la considération, parce que déjà, si on va notifier les droits à quelqu'un, ça veut dire qu'on le considère comme un citoyen. Et ça pourrait être un véhicule pour arriver à réinjecter de la dignité dans tout ça. Mais évidemment, le problème est bien plus vaste. Et le problème, il vient directement interroger la conception du soin et le regard qu'on porte sur les personnes. Et donc, effectivement, la question du droit est un des biais qui peut permettre de venir réinterroger ça.
ça permettrait d'éviter quelque chose avec lequel on galère parfois, que tout se colle, ça colle, vous savez, en médecine, quand il y a de l'inflammation sur un organe ou sur un truc, tous les tissus qui sont autour ont tendance à se coller. Et c'est le bordel pour les décoller. Et bah, une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie, c'est hyper inflammatoire, on pourrait dire, c'est-à-dire c'est très chaud, il y a de l'incompréhension, de la colère des uns des autres, des hospitalisés, des hospitalisants, des équipes qui quelquefois sont dans une forme de routine, qui ont du mal à accueillir le choc que représente une hospitalisation comme ça. Et donc tout se colle. La question de la loi, la question de la famille. Qui décide? Est-ce que c'est la famille qui veut me soigner? Est-ce que le médecin est un suppôt de ma famille, prescrit par la famille? Est-ce que la famille est pliée par le médecin? Est-ce que si quelqu'un qui était juriste pouvait juste venir dire, voilà, les choses sont organisées, en fait ça existe, il y a des situations c'est prévu par la loi, vous êtes dans cette situation-là, voilà, vous devez vous faire soigner. Il est clair que, à mes yeux, encore bien plus qu'une ambiguïté, il y a ce que j'appelle un hiatus. C'est-à-dire que le champ du droit, ça n'est pas le champ de la psychiatrie. Le champ de la psychiatrie, c'est le champ du soin. Et le droit, c'est le droit. Et cette notion de droit de la personne, en plus, et de droit de mettre en œuvre ses propres droits, c'est une notion très moderne. Je dirais qui vraiment, même si elle était déjà en œuvre dans notre code civil dans les années 1800, puisque nous sommes tous égaux en droit, concrètement, et en termes de possibilité de demander l'application de ces droits, c'est quand même une notion très moderne. Et cette notion, à mes yeux, elle est quand même devenue une réalité dans notre société actuelle. Je fais une formation sur ce qu'on appelle intégrer les pratiques intégrer le rétablissement dans sa pratique professionnelle. Et donc le rétablissement, c'est vraiment un certain nombre de valeurs et de piliers et d'outils aussi pour accompagner les personnes et la spécificité d'accompagner ce processus de rétablissement. On ne parle pas de guérison, on parle d'accompagner un processus de rétablissement. Ça vient des personnes concernées elles-mêmes, de gens qui ont été soignés en psychiatrie, qui sont eux-mêmes devenus psychologues, infirmiers, et qui ont formulé en fait les besoins profonds des personnes et essayé d'élaborer une réflexion sur ce sur quoi ça pourrait reposer. Et c'est ça que ça vient injecter en fait quand on regarde l'histoire de la psychiatrie telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle est née à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et en fait, l'enjeu de cette psychiatrie naissante, ça a été d'asseoir sa légitimité, donc d'avoir, comme les autres formes de médecine, un système de classification, des outils thérapeutiques. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est éloigné en fait de... La personne, c'est devenu un objet de soin qui devait répondre, qui devait venir confirmer des théories qui n'étaient pas inintéressantes, mais qui en fait faisaient que on oubliait la personne derrière la nécessité de confirmer un corpus quasi, pas idéologique, mais je veux dire un corpus de classification, d'outils thérapeutiques, voilà comment on fait, voilà voilà ce qui est vrai. Les gens, ils ont tel symptôme, alors ils sont schizophrènes. Quand ça se passe comme ça, voilà, ils sont des classifications et des outils. Et la nécessité de venir justifier ça, confirmer ça, c'est là où on transforme la personne en objet. Tu dois répondre, tu dois venir valider le système et la grille de lecture que je suis en train de mettre en place. Et là, tu es réduit à un objet. Donc, j'aurais 3 propositions. La première, tout à fait concrète, dans l'état actuel des choses, telle qu'est la loi, à mon avis, rien n'interdit dans la loi qu'il y ait dans les hôpitaux une sorte de permanence juridique où des juristes
notifie les droits des personnes, peut-être en présence d'un infirmier, ça les services diront, hein, ce qui leur semble important en même temps pour eux, pour s'assurer que cette notification des droits se fait, je dirais, en harmonie avec les soins et ne risque pas de devenir, comment dire, contrecarré ou en brutalité ou en incompréhension totale. Donc ne viennent pas, je veux dire, obérer leur travail, hein. Donc peut-être faudrait-il qu'il y ait un professionnel de santé qui connaisse un peu la personne et qui s'assure de la manière dont c'est fait. Mais pour moi, la notification des droits, c'est un juriste. C'est à un juriste de le faire. Des juristes formés, évidemment, formés à un minimum de psychiatrie, avec le tact, la délicatesse qu'il faut, dans les mots qu'il faut. Mais ça, normalement, un magistrat, s'il est formé pour, il doit en être capable, hein. Donc, à mes yeux, ça c'est clair et rien ne l'interdit dans la loi. Moi, ce serait la manière de sortir de l'impasse, ou plutôt pas de l'impasse, du heurt Oui. dans lequel on est. La deuxième, c'est que il faudrait bien évidemment que les psychiatres et tous les professionnels de santé aient un minimum de formation juridique et de formation à cette question des droits, qui est pas seulement juridique, qui est un problème qui est une question d'évolution de notre société. Toute notre société maintenant, vous verrez, elle se décline sur la question, il y a les droits humains, il y a les droits associés, les droits de cela, et maintenant les associations qui ont de plus en plus de droits, etc. Donc, c'est un concept fondateur de notre époque. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une formation de leur part. De la même manière que, comme je l'ai dit, le magistrat qui... Alors, quand je dis juriste à l'hôpital, c'est pas forcément un magistrat non plus. Moi, une de mes idées, c'est que je trouve que ça devrait être un avocat. Et en plus, les avocats, je trouve que c'est dans leur cœur de métier, Ah ils oui. sont au cœur de l'humain. C'est eux qui font sans cesse l'interface entre le justiciable et le juge à travers la compréhension de la loi. Donc, pour moi, ce qui serait peut-être de créer une filière pour les avocats avec une formation. Déjà, il y a des associations, hein, d'avocats Tout à qui fait. se spécialisent dans ce droit. Eh bien, on créerait là voilà, une professionnalisation de ce genre de choses. Et ma troisième suggestion, si vous voulez, elle est alors là, avec beaucoup plus de profondeur de champ, c'est que est-ce que ça ne serait pas intéressant que la psychiatrie, comment dire, initie, peut-être l'a-t-elle déjà fait d'ailleurs, des recherches, alors peut-être qui pourraient être confiées et à des universitaires et à des professionnels, tels que la France est capable d'initier des recherches, qui pourraient euh, essayer de concevoir, j'ai envie de dire, de donner à la psychiatrie une résonance, c'est très vague ce que je dis parce que je ne suis pas psychiatre, mais que la psychiatrie intègre cette notion contemporaine des droits. Mais j'ai envie de dire, il faut que ce soit une réflexion longue, hein, parce que c'est vraiment très conceptuel, c'est vraiment sur une véritable, à mes yeux, modernisation de la psychiatrie. Parce que ça pourrait justement nous aider aussi, hein, à être pas simplement dans des aménagements les plus intelligents possibles, mais dans une véritable avancée de société. Parce que, comme je l'ai dit, les droits ont pris une place immense dans la vie des personnes. Avec l'émergence de la pérénance, donc de la reconnaissance du savoir expérientiel d'anciens patients qui sont en train d'intégrer des unités de soins, d'accompagnement. Il y a un dialogue qui est en train d'être mis en place, beaucoup paritaire, parce que moi, aujourd'hui, c'est mon métier, hein, de faire de la formation. Je suis coach, père aidante, je fais de l'accompagnement et je dialogue avec des médecins euh, sur tout ça. Et il y a beaucoup de respect et de considération. Et je vois bien qu'il y en a avec qui on co-construit des choses. C'est pas, je pense que ça reste une minorité assez qui innove en fait, hein. Et les innovations, quand elles ont lieu, ben, on ne sait pas qu'elles ont lieu.
elles sont en train de se passer. Donc moi, mon regard est un peu déformé parce que c'est évidemment avec ces gens-là que je travaille. Je sais que c'est assez touchant pour moi aujourd'hui de former des professionnels du soin et de l'accompagnement qui sont à l'écoute et qui sont respectueux de ce que je leur apporte. Ça, je le ressens. Et je crois que, au fond, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que ce qui se passe dans les services fermés de la psychiatrie et même dans d'autres services qui sont pas forcément fermés, ça fait souffrir tout le monde. Les soignants et les patients. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée de comprendre ça. Que ça... Tout le monde est en souffrance dans ce système-là. Donc ça montre l'importance de le changer et de le faire évoluer. Parce que, au fond, les gens qui soignent, ils font pas ce métier par hasard et ils ont pas envie que ça se passe comme ça. Et je pense que on parle beaucoup du manque de moyens en psychiatrie, mais je pense qu'on mesure pas à quel point cette désertion de ces métiers qui sont des métiers, des très beaux métiers en réalité, hein, elle est liée à ça. Elle est liée à ce qu'on s'est mis à mettre en œuvre, qui est en fait devenu insupportable pour les gens, et y compris pour ceux qui soignent, je crois. Vraiment. C'est ce que je crois, moi.